Bonne fin d'après-midi sur Maritima. C'est un rendez-vous très spécial et on est très heureux d'être en direct avec vous pour ce bar des supporters un petit peu exceptionnel qui est réalisé donc au niveau de la concession Nissan Marseille à l'Estac. Nissan que je remercie pour le très bon véhicule dont je peux profiter avec un super Nissan Juke dernière génération au niveau, bon je vais pas faire trop de pub mais on parlera un peu technique tout à l'heure. On est très très content d'être avec Jacques Bail ce soir. Vous m'avez manqué les amis, mardi, mercredi, j'avais autre chose à faire mais ça me fait très plaisir de te retrouver mon Jaco. Bonsoir les amis, je suis venu te voir, je sais qu'on ne va pas parler de ce qui s'est passé, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Très heureux aussi d'être chez Nissan, un partenaire qu'on adore. Steph Martins qui s'est rapproché du domicile de son frère. Eh oui, on est à Marseille. Ça va mon Steph? Oui, on est à la maison, ça va tous. Merci. Et nous avons un invité, on vous l'avait bien vendu. Et moi je savais qu'il était fiable à 200%. C'est le seul qui n'est pas venu, qui n'a pas pris le risque de venir en voiture. C'est monsieur Benoît Chéroux que le bar des supporters va applaudir, franchement. Salut Ben. Salut à tous, merci beaucoup. J'ai pas la chance d'avoir un Nissan Juke encore, mais c'est pour ça que j'ai pas pu venir en voiture, mais je suis ravi d'être avec vous. Comment ça va mon Ben? Super, au top. Il fait beau, on va parler de foot, donc c'est royal. On est très très heureux de t'avoir dans notre bar des supporters. On avait déjà fait de la visio. C'est mieux en vrai, hein? Ah oui, bon, moi je connais la version originale. On rappelle quand même qu'avec Benoît, c'est une longue histoire, puisque c'est un joueur qui a disputé quelques matchs sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà, après avoir vérifié toutes les minutes, je ne vais pas vous donner le nombre de minutes, mais je peux vous dire qu'il a joué 306 matchs sous la tunique olympienne en un petit peu plus de 7 saisons. Il a été érigé cette semaine au rang de légende du club. On en parlera tout à l'heure à l'occasion des 125 ans. Mais bon, on s'est connus quand tu étais joueur pour l'OM et moi, jeune journaliste avec une barbe pas encore blanche. Et déjà, j'avais senti ce petit courant qui passait bien. Mais bon, tu étais joueur, j'étais journaliste, on n'avait pas le droit d'être trop proche. Non, on se disait pas les mêmes choses. Là, on se dit un peu plus de secrets, c'est vrai. Allez, on va commencer les amis avec... bon, déjà, je ne veux pas casser l'ambiance tout de suite. Je voulais quand même qu'on dédie cette émission à Didier Roustan parce que ça a quand même été un très très grand monsieur du football, du journalisme. C'est toujours beaucoup d'émotions parce que j'ai vérifié tout à l'heure, j'avais quelques messages de sa part sur ces 4-5 dernières années où il nous encourageait véritablement à continuer sur notre voie. Il se régalait à voir les contenus qu'on faisait sur l'Olympique de Marseille. Donc Didier, cette émission, elle est pour toi et j'espère que tu verras Diego et tout le monde... Et mon père aussi, parce que voilà, mon père me regarde à chaque fois. Dès que je regarde le téléphone, Didier Roustan, ça a quand même été une référence. On rappelle que tu as un petit peu plus d'une quarantaine d'années, donc tu as vécu les premières années téléfoot et Didier Roustan et son style inimitable. Oui, forcément. Avant d'être joueur de foot professionnel, j'étais fan de foot et je regardais le foot à la télé, téléfoot évidemment, et ses reportages sur le foot, sur la société, sur l'Amérique du Sud. J'ai eu la chance de le côtoyer aussi à l'équipe dans plusieurs émissions. Et oui, on parlait de légende tout à l'heure, c'est une légende du journalisme, du football. Et c'est quelqu'un qui a compté pour le football en France, tout simplement. Allez, on a une grosse pensée pour sa famille, ses enfants notamment et ses amis. On va essayer de reprendre le sourire, de reprendre le smile. On va parler de l'Olympique de Marseille qui a une semaine très importante avec une trêve internationale qui pour nous est interminable déjà. Mais on commence à voir le bout du tunnel. La lumière n'est pas loin mon Jaco. Samedi, il y aura un match très important parce que ça n'est que la 4e journée du championnat de France de Ligue 1. Ça sera contre l'OGC Nice, mais ça marquera les festivités de plein de choses. On va fêter les 125 ans de l'OM, on va fêter les 40 ans des Ultras, on va fêter les 30 ans des MTP. Je pense que tu trépignes d'impatience comme quand tu avais 15 ans devant la glace que tes parents t'achetaient. Mais évidemment, parce que être déjà au stade Vélodrome ensemble, c'est toujours un événement. On a vécu tellement de belles choses, c'est toujours un moment exceptionnel pour nous. En plus, on le dit, on le répète à chaque match, le spectacle qui nous est offert, c'est tout simplement fabuleux. On le dit, Steph, ils sont dessous les drapeaux, ils ne voient pas ce qui se passe.
passe, mais c'est beaucoup Steph, il est d'émotions. au U. Voilà, au U des CU84, mais c'est vrai que c'est vraiment un événement et on attend ça vraiment avec beaucoup d'impatience. Et cette année, j'en ai marre de ces trêves. J'en ai marre de ces trêves. Ben, tu vas en avoir encore quelques-unes. Oui, hein, mais je te le chérie, dis. je vais en voir, mais surtout, je te dis, ce qui n'est pas normal, mon poulet, c'est de pouvoir s'endormir devant le match de l'équipe de France. Et ça me rend fou. Oh, on va pas parler de l'équipe de France tout de suite. On va rester avec les supporters. Steph, t'es prêt? Parce que je pense que du côté des ultras, comme chez les MTP et un petit peu partout dans le stade, on a envie de faire la fête pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Bien sûr, pour des dates historiques, voilà, comme tu l'as si bien nommé, les 125 ans du club. Un club qui a marqué l'histoire du football français. Donc après les 40 ans des Ultras, le groupe le plus ancien de Ultras de France, et les 30 ans des MTP. Donc voilà, et après on sait que les virages au Vélodrome, c'est une très très grande fête à chaque match. Mais là, je pense que je suis au courant de rien du tout, mais connaissant les groupes et connaissant ce qu'on est capable de faire dans les virages, je pense qu'il y aura du spectacle. Mais après, la petite cerise sur le gâteau, c'est s'il y a surtout la victoire à la fin. C'est surtout ça que tout le monde oui. attendra. Benoît, tu as tout connu, hein, puisque tu as joué contre l'OM, tu as joué pour l'OM, tu reviens très régulièrement au stade dans le cadre de ton travail, puisqu'on rappelle que tu es l'un des consultants de la chaîne, du groupe DAZN, qui détient les droits de la Ligue 1 et qui fait une promo sympa là, en ce moment pour s'abonner, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu peux t'abonner. Moi, c'est fait, moi, pour Ah, moi. Non, quand même, attends, je n'avais pas raté les analyses en décalé, parce que je suis toujours au stade. Le stade Vélodrome, c'est quand même quelque chose de spécial, et ses supporters encore plus. Forcément, on n'a plus besoin de les présenter, et c'est sûr que c'est ce que je me dis à chaque fois que j'y retourne, en fait. Je réalise malheureusement un peu tard, quand j'y vais en tant que supporter, pour le boulot aussi, quand on est tous les deux ou tous les trois dans la tribune de presse, ce que c'est en fait. Et j'ai des frissons à chaque fois, d'avant-match, quand les joueurs rentrent sur le terrain. Et c'est quelque chose de spécial évidemment, tous les joueurs qui arrivent en parlent, et c'est sûr que je réalise en fait maintenant à quel point c'est un plaisir, un honneur d'avoir ce maillot et de rentrer avec ce maillot sur ce terrain, dans ce stade. On le dit, hein, plus de 300 matchs, et donc cette semaine une petite réception organisée pour un rassemblement des anciens de l'Olympique de Marseille à l'occasion des 125 ans du club. Ça s'est fait chez l'ami Jeannot Tigana à Cassis, la Donna Tigana. Une soirée pendant laquelle tu as été honoré, parce que j'ai vu pas mal de photos sur Instagram, oui monsieur, notamment pour pas citer, où tu posais avec un joli trophée. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ces moments-là. C'était une surprise déjà, parce que je ne pensais pas être honoré à cette soirée-là. On reçoit une invitation maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs par saison, par cette organisation 13e homme, par rapport aux anciens joueurs de l'OM, pour créer cette famille vraiment autour des joueurs actuels en fait. Et avec toutes ces générations, comme je disais tout à l'heure par rapport à Didier Roustan par exemple, que moi-même j'ai regardé au stade ou à la télévision, qui m'ont fait rêver, Jean-Pierre Papin, Amoros, Marcel Dib, Roland Gransart, enfin des légendes de l'OM. Toutes ces générations, donc moi ça me fait plaisir à chaque fois de voir d'anciens coéquipiers évidemment, avec qui on a partagé beaucoup plus de moments, gagner des titres. Et forcément, on ne se voit pas tous les jours, des fois on se perd de vue, et c'est l'occasion justement de se rappeler de bons souvenirs. Et les nouveaux aussi, de transmettre cet héritage qu'on leur laisse finalement, qu'on a eu des plus anciens et qu'on laisse aux plus jeunes. Donc je trouve que c'est une très belle initiative de la part de l'Olympique de Marseille, et c'est un très bon signal par rapport aux nouveaux joueurs, aux joueurs actuels, de dire ok, quand j'arrive dans ce club, je fais partie d'une famille et je serai honoré et respecté en tant qu'ancien dans quelques années, en espérant gagner des titres pour avoir encore plus de respect. À renouveler bien sûr, parce qu'on rappelle que ça se fait énormément à l'étranger. Exactement. Et l'Olympique de Marseille est en train de développer ce concept. Jaco, tu vas pouvoir parler librement puisque Benoît ne t'entend pas. Benoît Chéroux, donc légende de l'Olympique de Marseille, c'est quoi? C'est qui pour Jacques Bail?
Alors moi, dans les joueurs de football, j'apprécie certaines catégories de footballeurs. Benoît en fait partie. Pourquoi ? Je ne dis pas ça parce qu'il est là. Ça a toujours été la justesse technique. Et la justesse technique dans les passes, dans l'orientation du ballon, dans la réflexion. On parle des joueurs intelligents, un joueur rapide, c'est pas forcément un joueur qui joue très vite. C'est un joueur qui réfléchit très vite. Et Benoît en fait partie. Donc ce genre de joueurs sont capables de changer le cours d'un match. Par quoi ? Par une belle passe, par une belle orientation. Et il lâche le ballon avec son pied, Benoît. C'était vraiment c'est une main qu'il avait. Après, je vais arrêter de lui faire des compliments parce qu'autrement il va rougir. Non, mais c'est vrai que c'est toujours, ça fait plaisir de voir des joueurs comme pouvait être Dimitri Payet, ce talent. Il y a des joueurs, il y a des besogneux, comme elle me dit remarque, mais il y a des joueurs comme ça qui ont cette classe. Et Benoît, il en faisait partie. C'était toujours un régal. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir le recevoir. On se voit régulièrement dans tous les stades. Je le vois commenter. C'est de la joie vraiment d'être avec nous sur Maritima. On est très heureux. Et toi, Steph, tu l'as sifflé un peu? Quelquefois, il y a dû avoir sur quelques matchs, bien entendu. Mais parce qu'on est très. C'est le siffleur, c'est pour ça. On est connaisseur aussi à Marseille. Et quand les choses sont bien faites, on sait le dire et on sait les monter très, 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 très haut. C'est vrai que des fois, on est un peu aux antipodes. Et quand ça ne va pas, par contre, on sait les descendre très, très, très bas. Mais ça fait partie du folklore marseillais. Mais oui, c'est un des joueurs qui a ramené des titres à l'Olympique de Marseille, les derniers. Donc c'est important, très important. Et pour moi, en tant qu'amoureux de l'OM, ça c'est un peu trop long. Voilà, il va falloir ramener vite de nouveaux titres à ce club-là, à cette ville-là et à ces supporters-là qui ne demandent que ça. Ce stade, cette ville a explosé. Et c'est clair que ça fait plaisir de le rencontrer aujourd'hui. Parce que oui, ils avaient une très très belle génération. Et il a remporté un championnat, il a remporté Coupe de France, ils ont remporté Coupe de la Ligue, les trophées des champions, pendant que tu étais là, mais tu ne l'as pas fait. Et voilà, j'ai regardé un peu, tu as mis plus de 20, pratiquement 28 buts à l'OM, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'était un joueur box-to-box, un peu, comme on aime dire, un joueur qui est plaisir à voir. Voilà, parce qu'il y a tout qui est fait intelligemment, simple, comme on dit un peu aujourd'hui Hubert, on en parlait juste avant l'émission. C'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes. Et quand tu arrives à faire, comme je le disais pour Hubert, à ce niveau-là, les choses qui semblent faciles pour le téléspectateur ou le supporter, c'est que tu es un cran ou deux crans au-dessus des autres joueurs autour. Si on est un peu plus froid, Benoît... Merci Ah, mais c'est des vérités, sinon je t'aurais sifflé. Il n'y a que moi qui ne dirais pas de bien parce que ça suffit déjà. Si on prend un peu de hauteur, tu as parlé quand même 2 fois de la notion de titre. Quand tu as parlé du rassemblement des joueurs, ça fait 14 ans maintenant que l'Olympique de Marseille n'a plus été champion de France. Il y a eu des Coupes de la Ligue par la suite. La dernière Coupe de France de l'Olympique de Marseille remonte au mois de début juin ou fin mai 1989 avec la bise à tonton de Jean-Pierre Papin. Et quand tu as quitté ce club, est-ce que tu t'es dit que l'OM mettrait autant de temps à retrouver les sommets, les titres, quoi? Non, on ne s'imagine pas ça. Après, quand je suis parti, c'était en 2014-2015. Il y avait le gros budget au Paris Saint-Germain et un club capable d'acheter des joueurs les meilleurs du monde, avec Neymar, avec Mbappé, avec Messi. Donc on se doutait que justement ça allait être compliqué de gagner le titre de champion de France. Maintenant, Lille a réussi, Montpellier aussi a réussi depuis. Monaco aussi quand même a embêté Paris. Donc c'est sûr que c'est décevant de voir que l'Olympique de Marseille n'a pas réussi. Mais je me souviens d'une phrase, c'était Jordan Ayew dans le vestiaire en 2000, je crois que c'est après le premier titre, 2011, enfin on avait gagné en 2010, en 2011 justement, en voyant arriver le Qatar investir massivement au Paris Saint-Germain, dire il faut se dépêcher de gagner des titres les gars parce que ça va être plus compliqué les saisons prochaines. Et il était jeune à l'époque. Il était jeune mais déjà très mature. Qu'est-ce que tu penses de l'OM, avec ton regard d'ancien joueur, mais aussi ton regard d'amoureux du football? Qu'est-ce que tu penses de l'OM de cette saison 2024-2025 de De Zerbi? J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé celui de Sampaoli, celui de Tudor. La saison dernière, beaucoup moins. Mais cette saison, avec évidemment l'arrivée du coach De Zerbi et ses idées, je regardais beaucoup Sassuolo, Brighton aussi. Je pense qu'avec les difficultés à recruter pour l'Olympique de Marseille des joueurs dans le top 10 mondial, c'est peut-être le coach qu'il fallait justement, capable de faire de belles choses collectivement. À Sassuolo, à Brighton, il n'avait pas les meilleurs effectifs, mais il arrivait au moins à donner des émotions
aux gens qui regardaient, aux supporters, pas forcément à gagner des titres parce que c'est compliqué avec ces clubs-là, mais avec l'Olympique de Marseille, si tu arrives à donner des émotions aux supporters et avoir des bons joueurs comme c'est le cas qui sont arrivés, peut-être qu'on peut espérer un peu plus que des émotions et des titres avec encore plus d'émotions. Et c'est vrai que c'est peut-être la deuxième fois de sa carrière qu'il a un effectif au niveau de ses ambitions, parce qu'avec le Shakhtar, il avait quand même aussi quelques très très bons joueurs, mais on a quand même l'impression qu'il a déjà pris toute l'ampleur de sa mission, même si, on le rappelle, il ne faut pas s'enflammer, on est à Marseille, le vent peut nous pousser, le vent qui souffle fort peut nous pousser un peu à droite, un peu à gauche, mais bon, De Zerbi semble être dans le vrai, et même la gestion de cette première trêve internationale, pour moi, elle est très significative de ce qu'il peut apporter à cet OM. Il faut pas oublier, Benoît, je ne pense pas qu'il puisse me contrarier, il y a l'entraîneur, le technicien, pas de problème, mais il y a surtout l'homme. Et l'homme, quand tu es un coach, un entraîneur entraînant, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir de belles relations avec les joueurs. Je l'ai vu déjà les mettre au repos pendant 2-3 jours quand tu es joueur de football, tu cours tout le temps, tu es toujours par bons et par beaux, donc pouvoir retrouver ta famille, ça fait du bien pendant 2 jours de partager un peu le moment avec tes enfants et ta femme, et après tu repars de plus belle au boulot, au travail. Et donc ça aussi, ça fait partie de la gestion, les gens ne s'en occupent pas assez. Je trouve que ce gars-là, en plus, il y a des petites images ou des petites tapes dans le dos, une petite tape sur la tête. Il y a aussi, n'oublions pas, quelque chose d'important, c'est quelqu'un qui a signé 3 ans. Ça veut dire que les joueurs, ils savent qu'il est là pendant 3 ans. Donc il va falloir faire avec ou sans. Et ça, c'est comme ça, ça reste quelque chose de totalement différent. Donc De Zerbi à l'Olympique de Marseille, ça fait venir du monde aussi. Les joueurs viennent pour pouvoir cette particularité, cet entraîneur qui est atypique, qui est spécial. Donc moi je pense que cet OM, cette année, va faire de belles choses, j'en suis persuadé. Après Steph, il est très important de voir comment l'OM va réagir à l'après-première trêve internationale, parce qu'on sait que c'est pas facile. Alors là, tu as un match le samedi, donc tu vas quand même pouvoir donner quelques jours pas de récupération, mais pour que les joueurs qui sont partis à l'étranger, notamment je pense à Rouli et Carboni, qui ont fait le tour de la Terre pour aller en Argentine, mais c'est un moment quand même assez charnière de revenir de trêve internationale. On espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. On a vu Cornelius, mais ça va puisqu'il a joué mardi également. On a vu Quentin Merlin également, qui a été touché sur son premier match. Là, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Certains joueurs ont pu un peu recharger les batteries. Je pense à Eli Wahi, je pense à Valentin Rongier, à qui je fais une grosse dédicace et un gros bisou et félicitations pour l'arrivée de son bébé à lui et à sa compagne, bien entendu. Donc voilà, c'est un moment un premier moment charnière. Oui, parce que aussi ça laisse le temps au coach de pouvoir bien travailler avec ceux qui sont restés à Marseille. Et après, oui, je rejoins Jacques, lors de cette trêve-là, ce qui nous fait le plus peur à nous, supporters de l'OM, c'est qu'on y ait un blessé lors de cette trêve internationale. Et c'est ça qui peut un peu poser des soucis. Bon là, comme tu l'as dit, Cornelius, apparemment c'est l'arcade, rien de bien méchant. Quentin Merlin, ça aurait été une grosse béquille, mais j'ai vu le dernier match des Espoirs et il a été encore très bon. Donc je pense que la blessure est derrière lui, le coup doit lui faire beaucoup moins mal. Et je pense qu'ils vont revenir, ces joueurs-là, aussi boostés, parce qu'ils ont joué avec leur nation, avec leur pays. Et quand tu es joueur international, c'est très important de représenter ton pays. Et comme je te le dis, ça a laissé du temps au coach et au staff de pouvoir travailler avec ceux qui sont restés sur Marseille pour essayer d'améliorer et de faire monter en puissance ce groupe-là. Comment c'était l'époque des trêves internationales à l'OM? Il y avait beaucoup d'internationaux. Toi-même, tu as été convoqué. Tu as eu une carrière aussi chez les Espoirs. Comment on vit une trêve internationale, qu'on soit du côté des sélectionnés, mais du côté de ceux qui restent? Ouais, c'est intéressant. Quand tu es sélectionné, tu es ravi de défendre les couleurs de ton pays. Des fois, de retourner dans ton pays quand tu es étranger. Ça, je ne l'ai pas vécu puisque j'étais en France, moi. Mais avec les Espoirs, j'ai fait beaucoup de sélections. Tu joues contre d'autres nations, tu as une autre dynamique et à chaque fois que je revenais de sélection, j'avais encore plus de confiance en moi quand je revenais dans mon club. C'était notamment à Lille quand j'étais en espoir et ça me donnait beaucoup de confiance et je me rappelle toujours faire un très gros match quand je revenais de sélection. Donc ça t'aère l'esprit aussi, ça te fait changer les idées. Quand tu reviens dans ton quotidien de l'entraînement, tu le reviens avec beaucoup de fraîcheur. Quand tu n'es pas sélectionné,
tu pars, enfin, t'as du repos, 2-3 jours de repos parfois, et je pense que c'est important. Je pense que dans n'importe quel métier, tous ceux qui bossent ont besoin de vacances. Quand tu es joueur, parfois tu es dans un tunnel, entraînement, match, repos, dans une routine. Et le fait de couper un jour, 2 jours ou 3 jours, pareil, quand tu reviens avec encore plus de plaisir, avec encore plus d'envie de te dépasser à l'entraînement, d'être encore plus attentif aux consignes de l'entraîneur et avec encore plus de fraîcheur physique aussi, au-delà de la fraîcheur mentale évidemment que tu récupères. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, quand il y a une dynamique de bons résultats avant la trêve internationale, parfois tu peux te poser la question, est-ce que c'est bien, pas bien? Tout à l'heure, tu parlais du travail tactique de Zerbi avec les joueurs qui restent. C'est compliqué de travailler tactiquement si tu n'as pas tous les joueurs à disposition aussi. Tu peux évidemment transmettre tes idées, plus en profondeur pour les joueurs qui sont restés. Mais travailler tactiquement, quand tu n'as pas tout ton groupe, c'est compliqué aussi. Maintenant, j'ai confiance en le coach pour faire progresser les joueurs qui sont là et puis lui-même s'acclimater aussi au climat et l'atmosphère d'ici et transmettre ses idées à ceux qui restent. Et il y a eu cette bonne idée, je trouve, moi, personnellement, après la belle victoire de l'OM à Toulouse, la décision de Roberto De Zerbi, donc il n'a pas donné 2 jours, il n'a pas donné 3 jours, il a donné plus de 4 jours au ça, groupe. c'est bien. Ah oui, je trouve aussi. Ça se négocie souvent avant les matchs. Si on gagne, allez, vous avez 4 jours. Oui. Ça donne un petit peu du grammont aux joueurs. Et quand ils sont revenus, alors c'est le hasard bien sûr des trêves, le hasard des sélections. Tu vois, par exemple, Amir Murillo n'avait pas de match avec le Panama, donc heureusement il n'a pas traversé lui non plus les océans pour aller jouer avec son équipe nationale. Mais quand tu vois que, par exemple, Luis Enrique, Amin Harit, Mason Greenwood, Eli Wahi, Neil Maupay étaient présents, l'animation offensive, elle a pu Des véritables oppositions parce qu'il manque pas mal de joueurs. Allez, c'est le bar des supporters exceptionnel avec Benoît Chéroux invité aujourd'hui dans les locaux de la concession Nissan Marseille à l'Estac. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de la suite. Bien entendu, on rentrera un petit peu plus dans le détail du prochain match de l'OM contre Nice. On parlera également de l'avis de Benoît Chéroux qui dans pas longtemps aura sans doute l'accent marseillais parce que là je le vois un petit peu joueur de paddle et autres, mais dans le coin. Donc on est très heureux d'être avec vous en direct jusqu'à quasiment 19h. On se retrouve juste après une petite page de pub. Allez, de retour à Nissan Marseille, l'Estac pour le bar des supporters qui ce soir est un peu exceptionnel avec Benoît Chéroux qui accompagne mes partenaires habituels. À ma gauche, Jacques Bail, à ma droite, Steph Martins et bien entendu le taulier, le capitaine Marc Galli qui se gave de chips depuis tout à l'heure, mais bon, voilà, il ne faut pas se manquer, c'est comme ça, donc il n'y a pas de souci. On était tout à l'heure à parler un petit peu de la trêve internationale. Benoît, on a parlé de cette ressemblance, cette similitude un petit peu dans le jeu, avec Pierre-Emile Højbjerg, le joueur danois, capitaine de l'équipe du Danemark, qui a même porté le brassard de capitaine pour l'Olympique de Marseille à Toulouse. Est-ce que tu vois ce genre de similitude, toi ? Oui, t'es pas le seul à m'en parler, on m'en a déjà parlé, qu'on le retrouvait en moi ou moi en lui, dans la façon de jouer, dans sa réflexion par rapport au jeu, dans son poste déjà. Après, lui est droitier, moi je suis gaucher. Mais c'est sûr que dans sa réflexion, dans l'équilibre de l'équipe, quand son équipe est en train d'attaquer, il est toujours en train d'avoir cette réflexion dans quelle zone il faut que je sois pour éviter un contre qui pourrait être dangereux pour notre équipe. Et dans l'organisation, évidemment, avec le ballon, toujours dans sa disponibilité. Après, il y a beaucoup de circuits de passes assez directifs de la part de Zerbi. C'est pour ça qu'on le voit rarement dézonné. Il doit être dans une position très claire, très précise. Mais c'est cette facilité aussi à voir avant, effectivement. C'est pas un joueur très rapide, mais tu gagnes du temps quand tu as pris l'information et que tu as vu si ton adversaire il est arrivé à droite, que toi tu peux faire le contrôlant à ta gauche. Donc oui, beaucoup de similitudes par rapport à ça. Je sais que Steph a suivi un petit peu le parcours d'Højbjerg pendant la trêve, avec 2 prestations abouties avec le Danemark. Il y a eu un but marqué et un très gros match également contre la Serbie. Oui, c'est taille patron, voilà. Et je pense, comme on l'a dit assez souvent depuis le début de la saison, s'il arrive à enchaîner et ne pas avoir de pépins physiquement, ça va être l'homme fort de l'entrejeu marseillais. Il t'apporte cet équilibre, cette intelligence de jeu, comme le disait Ben juste avant. Voilà, c'est clair qu'il n'est pas rapide, mais
Les joueurs de talent n'ont pas besoin de vitesse, ça réfléchit comme Après, tu c'est disais, pas un Jacques. camion non plus. Non, mais ça réfléchit rapidement dans la tête, ça sait où sont placés ses coéquipiers, ça sait faire le bon contrôle, la bonne passe, la bonne interception, parce qu'il tacle rarement, donc il anticipe énormément. Non, pour moi, ça va être un des patrons de cette équipe de l'Olympique de Marseille cette année. Ouais, le patron rapidement. C'est un je peu pense. ça. Ouais, Ouais. vraiment rapidement. Il a la taille, hein, franchement, sur ce qu'il montre. Et là, on est quand même un petit peu impatient de connaître. Je sais, Jaco, que c'est pas uniquement le 11 qui est important, parce qu'on parle beaucoup des joueurs qui sont sur le banc et qui sont susceptibles de pouvoir apporter en cours de match. Mais il y a quand même une petite interrogation sur la paire de milieu de terrain qui sera positionnée devant la défense. On a commencé le début de saison avec Højbjerg et Merlin, un peu contraint et forcé parce qu'il n'y avait plus personne pour jouer au milieu de terrain. Et les 2 matchs suivants, ça a été Højbjerg, Kondogbia. Et là, on a quand même Ismaël Koné qui a fait quand même une bonne semaine d'entraînement. Est-ce qu'il a suffisamment travaillé pour pouvoir démarrer un match? Qu'est-ce que tu attends, toi, pour ce match face à Nice? Alors personnellement, j'aimerais bien voir Koné rentrer parce que c'est un joueur qui a une particularité, c'est le fameux box-to-box. C'est un garçon qui a quand même la particularité de prendre beaucoup de verticalité, ce que fait moins bien Kondogbia. Je pense qu'au départ, dans la stratégie du coach, c'est d'avoir Højbjerg et Koné, et après Kondogbia en second. À mon avis, c'est comme ça que ça devrait s'orienter. Après, régulièrement, je le dis, Karim, c'est vrai que les gens sont sur le 11 de départ. Mais je ne pense pas que Benoît puisse me contrarier là-dessus. Il faut arrêter avec ce 11 de départ. Il y a 15, il y a 16 joueurs capables de rentrer. Moi, je me rappelle, chaque fois, on dit il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Donc, tu gagnes, tu es 2-1 à la mi-temps et après, tu gagnes 4-1 à la fin du match. Tu fais quoi? Jouer l'équipe qui a commencé ou l'équipe qui a fini? Donc voilà, c'est un groupe. Il faut penser à ça. C'est tout simplement indispensable d'avoir des joueurs capables d'intervenir pendant le match et d'être capables de changer le cours du match. Donc moi, je trouve que Koné, aujourd'hui, a les capacités de commencer. Maintenant, Kondogbia aussi, en cours de match, s'il a besoin de fermer le jeu, il est capable, lui, d'être un peu plus précis au milieu du terrain. Ben, tu confirmes cette vision également dans le groupe de démarrer ou pas démarrer, parce que moi j'ai quand même l'impression que tu as toujours envie de jouer, tu as toujours envie d'être vraiment titulaire, quoi. Bien sûr, après il y a eu un gros changement depuis quelques années, c'est les 5 remplacements possibles. Il y a beaucoup plus de joueurs qui sortent à la mi-temps, d'autres qui rentrent évidemment, donc beaucoup plus de possibilités pour le coach d'ajuster son équipe en cours de jeu plus tôt dans la rencontre. Quand avec que 3 remplacements, t'attendais un peu plus tard. Donc effectivement, cette notion de groupe et de 15-16 joueurs, elle est plus importante qu'il y a 5 ans. Maintenant, par rapport à Kondogbia, je pense qu'il va avoir sa place vis-à-vis de Koné. Koné, je le verrai un peu plus haut peut-être, justement, de par ses qualités de box-to-box. On s'est aperçu sur les 3 matchs de championnat quand même que De Zerbi veut 2 joueurs qui restent dans l'axe et qui combinent dans l'axe pour après exploser et trouver les espaces sur les côtés. De qui, tu le vois? Peut-être Luis Enrique, peut-être Harit. Harit a fait un super début de saison et pour moi c'est un des meilleurs et il va s'éclater à ce poste-là avec ce coach-là dans ce rôle-là. J'ai jamais vu aussi bon que ces 3 dernières rencontres. Le match à Brest, la première mi-temps à Brest, c'était masterclass, franchement, à montrer dans toutes les écoles de foot. Et Ismaël Koné, je pense qu'il va peut-être avoir un rôle à jouer un peu plus haut, ou alors dans un profil différent aussi, parce que là, on a vu ce 11 Marseillais jouer d'une certaine manière. Moi, j'attends le plan B de Zerbi à Toulouse. J'ai vu le premier 15-20 minutes. Très compliqué à trouver des solutions parce que le plan A a très bien fonctionné pendant les 2 premières rencontres avec beaucoup de fixation à l'intérieur du jeu pour trouver des espaces et des joueurs lancés sur les extérieurs et dans la profondeur. Toulouse a très bien défendu dans le cœur du jeu. Quel est le plan B maintenant? J'attends ça de Zerbi, je suis sûr qu'il en a un et peut-être qu'il va utiliser justement des profils différents avec Koné à la place de Kondogbia, peut-être dans des rencontres prochaines. Ouais, je suis un peu de ton avis parce que je pense qu'aujourd'hui dans le football la notion d'équilibre est très importante et le fait d'avoir 2 véritables joueurs devant la défense, en sachant quand même que Højbjerg a comme similitude avec toi aussi de frapper au but et il n'hésite pas à prendre sa chance. On l'a vu contre Reims, il a envoyé quand même pas mal de frappes dangereuses, cadrée, puissante, mais peut-être que de jouer qu'avec un seul récupérateur, ça peut aussi déséquilibrer. En phase défensive, tu peux être un petit peu plus en difficulté. Je pense que De Zerbi est très exigeant au niveau de l'équilibre. On le voit dans les préparations de construction de jeu. Il y a toujours ces 3 défenseurs, ces 2 milieux devant,
les gauches qui montent, comme Merlin surtout dans le couloir gauche qui joue plus haut, on concentre beaucoup de joueurs dans l'axe justement. Si on perd le ballon dans l'axe, il y a ces 3 défenseurs plus ces 2 milieux qui sont là pour récupérer très rapidement. Donc je pense que dans la construction, il y a déjà l'imagination d'un ballon perdu et du déséquilibre qui sera tout de suite comblé par le positionnement de ces joueurs. Donc je pense que c'est très important. On parle de 2 milieux défensifs, mais c'est 2 milieux créatifs. Que ce soit Kondogbia ou Højbjerg, depuis le début de la saison et depuis le début de leur carrière, ils ont montré qu'ils savaient organiser, distribuer le jeu d'un côté à l'autre, dans la profondeur aussi, dans le jeu court. Donc c'est pas des destructeurs, c'est des constructeurs. Allez, on va terminer sur le thème de l'Olympique de Marseille avant le match de Nice avec un tout petit débat rapide sur la confirmation qu'on attend un Eli Wahi peut-être un petit peu plus souverain à domicile parce que quand je vois le match qu'il fait à Toulouse, il est très intéressant, il a relevé la tête, il y a eu des choses, Steph, on l'a dit, qui ont été compliquées pour le match contre Reims, il est sorti sous les sifflets, je trouvais que c'était totalement injustifié, je comprends que certains supporters aient pu faire preuve d'un manque d'indulgence, donc là maintenant on espère qu'il sera accueilli comme il se doit au Vélodrome contre Nice et pourquoi pas qu'il participe à l'élaboration de la victoire marseillaise. Bien sûr, son nom, il n'y a pas de souci, je pense qu'à l'entrée des joueurs sera acclamé et après voilà, on sait qu'un numéro 9 ça marche à la confiance et il pourra faire toutes les passes décisives qu'il veut, mais si lui il ne marque pas, il ne sera pas content. Donc voilà, un numéro 9 ça cherche le but, ça cherche à scorer et tant qu'il ne le fera pas, il va tout faire pour. Après oui, comme on l'a dit, est-ce que c'est un bon joueur? Oui. Est-ce qu'il a les capacités et les compétences de réussir à l'OM? Oui. Est-ce que de par ses appels, de par ses avant-dernières passes qui amènent le fameux but de Greenwood avec la passe décisive d'Enrique, donc il participe à tout cela. Il lui manque juste le dernier geste qu'il faut voilà, comme face à Reims où il manque de lucidité, il veut aller un peu trop vite. Une fois qu'il va gommer cela, je pense qu'il dépassera, pour moi, il peut dépasser les 10-15 buts cette saison. On espère, mais bon, voilà, c'est sûr. On espère surtout qu'il soit un petit peu dans la même mouvance de son match contre Toulouse. Et je dirais, contre Reims, il a quand même... le mauvais côté, c'est qu'il n'a pas marqué. Le bon côté, c'est qu'il a beaucoup d'occasions quand même. Oui, mais bien sûr, j'écoute Steph attentivement. Ce que demandent les supporters, c'est que le numéro 9, il marque des buts. Ok, moi, ce que je veux, c'est que l'OM gagne. Donc, je m'en fous si Luis Enrique marque 2 buts direct, et que Greenwood il marque 2 buts et qu'on gagne 4-0 contre Nice et qu'Eli Wahi, il n'a pas marqué. Je m'en fous. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est gagner. Je pense qu'Eli Wahi, il a un rôle assez spécial, assez spécifique. Venir faire un pressing, des appels. Il occupe les défenseurs adverses. Un joueur capable de jouer et de tirer dans n'importe quelle position. Je pense qu'il faut quand même laisser le temps au temps. Le petit, il arrive, il a eu une année difficile à Lens, c'est un joueur talentueux depuis très longtemps, on le sait, moi je l'ai suivi à Montpellier, donc je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Ça fait 3 matchs, on ne va pas commencer à tomber sur les oui, surtout pas. Bienvenue dans le bar des supporters, Ben. Voilà, tout le monde met la sienne. C'est ça qui est beau. Donne son avis. C'est bien. Après, on rappelle quand même que l'Olympique de Marseille n'est pas un club comme les autres et que le temps file beaucoup plus vite à Marseille qu'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais, alors tout à l'heure, tu parlais des sifflets contre Reims. Je pense qu'ils sont justifiés par rapport aux 3 ou 4 occasions nettes qu'il a eues et on attend évidemment d'un attaquant à l'Olympique de Marseille qui les mette, qu'il ait plus de justesse dans le dernier geste. Maintenant, par rapport au match qu'il a réalisé contre Reims, moi je l'ai trouvé intéressant parce que c'est pareil, il faut toujours mettre en perspective les consignes que tu as. On ne l'a pas vu faire des appels sur les côtés. Il est resté dans l'axe pour monopoliser l'attention, comme tu disais tout à l'heure, des défenseurs centraux, ce qui a créé de l'espace aussi pour Amin Harit, par exemple, sur le premier but qu'il met. Il fait son appel au premier poteau, Amin Harit récupère le ballon et plat du pied au point de pénalty grâce à l'appel d'Eli Wahi. Donc c'est tout ça aussi, des appels un peu invisibles qu'il faut aussi mettre en valeur et je pense pas qu'il ait fait un mauvais match, mais c'est sûr que dans le dernier geste, évidemment on attend plus, on attend mieux, ça c'est évident, mais il manque pas grand chose pour que la mayonnaise prenne et qu'il fasse vibrer le Vélodrome. Allez, nous sommes en direct de la concession Nissan Marseille à l'Estac pour ce bar des supporters exceptionnel avec Benoît Chéroux. On va parler un petit peu plus de toi, de ta vie d'aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure. Consultant maintenant pour les chaînes télé et les groupes qui
qui commentent, qui suivent la Ligue 1. Donc là, cette année, on te retrouve au micro chez DAZN. Oui. Alors on a changé l'équipe de commentateurs puisque, on le disait en préambule, nous tout à l'heure en off, Smaïl Bouabdallah est passé, il reste sur le terrain. Voilà. Exactement. Et toi, tu il montes. se rapproche, bientôt il va rentrer sur le terrain. Mais bon, il a le niveau, Il est capable. il a le niveau. Comment tu vis cette nouvelle expérience? Très bien, très bien. Pour moi, c'est le même métier, quelle que soit la chaîne pour laquelle tu travailles. Ce qu'on me demande, c'est la même chose, commenter les matchs, essayer d'apporter mon œil d'ancien joueur, l'expérience d'un vestiaire et mon analyse sur les actions à chaud pendant le commentaire. Ça me plaît beaucoup. Et avec une équipe, avec beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai eu la chance d'évoluer, de travailler déjà. Donc beaucoup de plaisir, que ce soit Smaïl Bouabdallah, évidemment, que je connais depuis mon enfance, Julien Brun aussi, avec qui je commande. Donc beaucoup de plaisir toujours à être presque dans tous les stades et encore m'imprégner de ces ambiances dans tous les stades et de regarder des matchs de foot, c'est ma passion. C'était ton plan d'après-carrière, quand tu es rentré du Canada, de Toronto, de relais d'un titre de champion, bien sûr. Est-ce que c'était le plan d'être consultant? Non, pas du tout. Même quand j'étais joueur, j'étais pas du tout attiré par ce métier-là. Je voyais beaucoup de journalistes ou de consultants qui taillaient beaucoup, qui parlaient beaucoup de manière négative, alors qu'ils étaient eux-mêmes joueurs quelques années avant. Donc c'était pas quelque chose qui m'attirait vraiment. Plus le coaching. Donc j'ai passé mes diplômes. J'ai aussi coaché chez les jeunes, notamment au Canada. Et en revenant en France, j'ai été contacté pour une émission en tant qu'invité. Et à la fin de l'émission, c'était à RMC à l'époque, ils m'ont demandé si ça me plairait d'essayer le métier de consultant. Et j'ai dit je serais con de ne pas essayer quand même. Donc j'ai essayé un match, 2 matchs, 3 matchs. Et en fait, je me suis laissé prendre parce que j'ai pas retrouvé l'adrénaline que tu as quand tu es joueur dans le tunnel juste avant le match. Mais avant un match, tu sais pas ce qui va se passer. Tu es devant une feuille blanche et tout va très vite, c'est du live, donc il y a comme cette excitation et puis c'est cet instant de partage, de passion, de partage d'expérience et d'analyse au niveau du foot, quoi. Essayer de voir des choses que la personne qui n'a jamais été dans un vestiaire ou joué à ce niveau-là ne voit pas, et essayer de le mettre en valeur et valoriser aussi les belles choses. Quand il y a un but, il y a toujours des erreurs sur un but parce que le défenseur a fait une mauvaise passe en retrait, pas assez appuyé. Mais je préfère, au lieu de parler de la mauvaise passe en retrait que tout le monde a vu, du pressing de l'attaquant peut-être qui est venu sur son mauvais pied pour l'obliger à faire cette passe en retrait du mauvais pied. Voilà, c'est tous ces petits détails que j'essaie de mettre en valeur, mais de manière positive. Professionnellement, donc, tu es resté dans le football et personnellement, donc, on peut dire que tu es tombé amoureux de Marseille et de sa région, oui, puisque tu es revenu. Oui, toujours dans le coin, effectivement, dans la région. C'est une région que j'aime beaucoup, de plus en plus, et qui m'a manqué quand j'étais au Canada aussi. Pas le même temps. Non, au niveau du temps, mais au niveau aussi du côté latin, de cette folie, cette chaleur. Pas que au niveau du soleil, mais aussi dans les cœurs, de cette façon de parler, voilà, cette vie. C'est vrai que ça m'a manqué. Et on va se projeter sur le mois d'octobre. Le mois d'octobre, il y aura beaucoup de matchs, mais pas que, parce qu'il y a des événements très importants. Hein. Le mois d'octobre est régulièrement et je dirais historiquement depuis quelques années réservé à des opérations autour de la lutte contre le cancer du sein. C'est Octobre Rose. Oui. Et cette année, tu seras mobilisé puisque tu es parrain d'une course. C'est ça, une course. L'association s'appelle Marseille en Rose. Donc je vous invite à suivre cette association sur Instagram, comme tu disais tout à l'heure. Il y aura une course organisée le 6 octobre dans le 9e à Marseille. C'est une course familiale, il y aura 2 km, 4 km. C'est quelque chose qui se fait depuis plusieurs années, justement pour la bonne cause, pour servir cette cause. Et j'ai été sollicité pour essayer d'en parler un peu plus, et c'est l'occasion aussi, justement. Marseille en Rose. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram et à venir nombreux le 6 octobre. Il n'y aura pas de match pour nous, puisque l'OM jouera le 4 contre Angers. Parfait. Donc j'espère que tu seras là. Je vais essayer. Tu pourras courir, marcher, venir, juste ta présence nous honorera. Je m'y suis remis un petit peu là. Hein. Ouais, ça se voit. Ah, merci. T'attendais, hein. Ça, c'est les amis, ça. Non. Jaco, toi aussi. Hein. Oui. Il s'y remis aussi, Jaco. Il s'y remis venir marcher. Oui, non, je vous regarderai de loin, moi, c'est pas de problème. Tu es resté encore et toujours dans le monde du football, puisqu'on le rappelle, hein, je crois que c'est
22 ans dans le staff de Roland Courbis, puis maintenant, toi aussi, l'aventure de consultant football, radio, puisqu'on commente tous les matchs de l'Olympique de Marseille ensemble. C'est notre 4e saison. Voilà, c'est un duo pour moi qui est fantastique parce que c'est Pic Époque, Big et Mac, on se complète comme il faut et c'est une belle relation et on espère continuer longtemps. Mais bon, c'est pas facile de s'adapter à ce nouveau poste. Oui, évidemment, quand tu commences, j'ai commenté sur une radio concurrente de Maritima. Et néanmoins ami. Voilà, j'avais un copain avec qui je travaillais, mais déjà, tu savais qu'on partageait beaucoup de choses ensemble, on avait l'habitude de voyager ensemble, de parler ensemble. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur et la chance de travailler avec mon ami. Et ça, les gars, moi, s'il m'arrive comme à Benoît, qu'on lève Smaïl avec Benoît, moi, tu me lèves une jambe. Si je ne suis plus avec Karim, parce qu'il y a le match, bien sûr, ça c'est le travail. Mais nous, on voyage ensemble, on est en voiture, on parle de tout, on partage tout. Et donc aujourd'hui. Qui c'est qui conduit tous les deux. On change de temps en temps. Quand je mange, il conduit. On arrive à non, parce que, quand il mange, je conduis. On est arrivé à faire 8-9 heures de voiture ensemble, donc on a partagé des moments exceptionnels, on a partagé le Covid, aller dans des stades tout seul, sur la route tout seul, c'était tout simplement faire contrôler la nuit, exceptionnel. Du stade. Donc, voilà, c'est vrai que moi, ce que je vais surtout retenir, ce que disait Benoît, c'est que j'avais aussi le sentiment, quand j'étais dans les staffs, les commentateurs, il y a beaucoup de gens méchants, très très méchants, et qui vont commenter le but et vont me parler du mauvais arrêt du gardien. C'est jamais toujours dans le mal. Alors que nous, on essaie modestement d'être le plus objectif possible. On ne cherche pas à faire du buzz, à taper sur les gens. Il y a des gens qui sont en difficulté, oui, on le dit, on le reconnaît, mais on ne tape pas bêtement sur les joueurs parce que ce sont des hommes avant tout et il faut protéger ça. Donc c'est notre marque de fabrique chez Maritima. Et on remercie tous les auditeurs, tous les internautes. Je vois que Steph prend beaucoup de son temps pour faire la promotion des émissions, de répondre également aux commentaires. Voilà, cette nouvelle vie, parce que là aussi, Benoît, il ne le sait pas, que tu as porté le numéro 10 à l'Olympique de Marseille, toi aussi. Ouais, plutôt 9 dans les équipes de jeunes. Jusqu'à moins de 20 ans en Ligue, donc ouais, j'ai joué souvent sur le front de l'attaque. Mais oui, moi, c'est un réel plaisir et on ne va pas passer du temps à expliquer notre rencontre. Sinon alors j'ai dit 10 parce que c'est vrai que ça fait un peu trapu pour un 9. Non, j'étais plus sec. Avec l'âge, je recule. C'est souvent ça. Avec l'âge, on recule. Je pense que je vais finir derrière la cage dans 5 ans. Non, mais maintenant, oui, je prends beaucoup de plaisir à jouer dans le cœur du jeu parce que voilà, au niveau des appels et tout, ça devient un peu compliqué. Mais oui, je continue le ballon. C'est ma passion. Je me régale à regarder le foot, à suivre bien sûr l'Olympique de Marseille, c'est mon club de cœur. Je vais au stade depuis plus de 35 ans maintenant, depuis Toumino. Donc quand on parle de transmission, pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Je suis avec mes enfants, avec mes 2 filles depuis plus de 10 ans, elles sont abonnées avec moi. Donc voilà, c'est faire vivre cette passion, cette ferveur, ce savoir-vivre, ce mélange culturel qu'il y a à Marseille, entre classe sociale, entre religions, c'est tous ensemble pour le même objectif, la gloire de l'Olympique de Marseille. Et un réel plaisir de pouvoir, pour moi c'est nouveau aussi, d'être derrière un micro, qui l'aurait cru. Mais voilà, comme je l'ai toujours dit depuis le début, j'ai été accueilli dans une famille. Et maintenant, vous êtes devenus des amis, des gens avec qui, comme le dit Jacques, avec Karim, on peut parler de choses autres que le football. Et c'est un réel plaisir de débattre de ballon, même si souvent avec Jaco on se pique un peu. mais non, mais c'est un pur bonheur. Et il y a Enzo qui est là, dans les débriefs on se régale aussi, avec Marc aussi. Donc voilà, c'est vraiment cet accueil chaleureux qui te fait que tu es de suite à l'aise et qui te met vraiment à cœur derrière ce micro pour essayer de donner le meilleur de toi-même. Bravo monsieur. Eh ben voilà, régalé, c'est quasiment le mot de la fin. Profitez. On termine en beauté. On remercie bien sûr Nissan, Marseille, l'Estac pour ces 4 heures de direct. Nos amis de la famille qui étaient aux commandes entre 15h et 18h. Et depuis 18h, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont travaillé sur la technique. Merci à Jeff qui est en studio, toujours, notre fidèle Jeff. Et un merci tout particulier à toi, Benoît, d'être venu. Je sais que je peux toujours compter sur toi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu le dis. J'ai jamais dit non. Non, mais c'est vrai. Non, franchement. Non, mais c'est toujours un plaisir aussi. Mais le plaisir est partagé. Tu le sais. Donc voilà. Mais on vous souhaite une bonne soirée. On vous donne rendez-vous
demain, parce que demain, ça sera la DER de la semaine du bar des supporters, puisqu'il y aura un avant-match, demain conférence de presse à 13h30 à la commanderie. On y reviendra demain avec le retour du chauve le plus célèbre de cette émission, Marc Galli. Bonne soirée à toutes et à tous et allez l'Olympique de Marseille.